Bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct sur KTV, sur Quiz FM et sur le live Facebook. Ce matin, nous avons la chance de la voir sur notre plateau parce que il a fait chasser Belna de Mayotte et donc forcément, nous avons réussi à la voir. Monsieur le préfet, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, monsieur le préfet, tout d'abord, est-ce que ça y est, on peut oublier ce phénomène Belna? Oui, ça y est, le cyclone a largement dépassé Mayotte. Cependant, vous avez vu, ce matin à 5 heures, on a eu encore une... Donc c'est la traînée C'est la traînée, c'est une petite lame de traînée, c'est la queue du cyclone, hein, comme on dit habituellement. Mais le cyclone, désormais, a pris l'orientation de Madagascar et Mayotte est à l'abri. On a eu très peur quand même, hein. On a eu très peur. On a eu très peur parce que les prévisions à la mi-journée étaient très pessimistes. On nous a annoncé le cyclone à un moment à 40 km à l'est de Petite-Terre. 40 km à l'est de Petite-Terre avec une marge d'erreur qui, à ce moment, pouvait à peu près être évaluée à 20 km. C'était évidemment une catastrophe. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir le cyclone sur Mamoudzou, l'œil du cyclone sur Mamoudzou, et là, nous aurions eu des vents à 200-250 km/h. Quand on voit comment ça a soufflé ce matin à 5 heures, imaginez si nous avions eu des vents 6 fois supérieur à ce que nous avons eu ce matin. Non, on a eu de la chance. Et c'est là où les gens n'ont pas vraiment compris. Parce que quand vous avez déclaré, évidemment, l'alerte rouge pour 16 heures, et que ça correspondait au moment où ça s'est calmé, vers 16 heures, 16h30, et pendant 6 heures, 7 heures, les gens s'attendaient à ce que vous avez dit, et ils ne savaient plus trop quoi penser. C'était pas pénible à gérer tout ça ? Bah, écoutez, ça fait partie de la marge d'erreur que la prévision météorologique fait sienne. On sait que la prévision météo, ça n'est pas une science exacte. On sait qu'il y a une marge d'erreur. C'est une prévision. Ça reste une prévision, vous avez raison, vous le dites bien, c'est exactement ça, ça reste une prévision. Alors, quand on me dit, attention, ça va passer très très proche, et comme ça va passer très très proche et que nous avons cette marge d'erreur, ça peut passer au-dessus de Mayotte. Juste à ce moment-là, quand on me donne les informations depuis le centre de la Réunion, eh bien, le cyclone a pris une légère, il suffit de quelques degrés, hein, une légère orientation sud et a commencé à s'écarter. Mais ça, évidemment, nous l'avons su plusieurs heures après. Ouais, évidemment. Alors, monsieur le préfet, hier, tout le monde, en tout cas, on l'a vu dans les réseaux sociaux, a applaudi votre discours parce que vous avez été ferme sur une chose, vous avez dit, avec ou sans papier, tout le monde doit être à l'abri. Et tout le monde a suivi ces dispositions que vous avez données. Oui, mais je vous le dis en toute sincérité, moi je ne comprends même pas qu'on puisse se poser cette question. Moi je suis l'artisan de la lutte contre l'immigration clandestine. Je vais reconduire 28 000 étrangers en situation irrégulière cette année. Donc c'est pas à moi qu'on va faire le procès de la faiblesse sur ce sujet. Mais pour autant, là on est dans une action qui consiste à sauver d'abord l'humain. Mais des gamins, des femmes, des hommes, des êtres humains. On parle d'hommes avant de papier, quoi. Mais naturellement, on va pas discriminer les gens qu'on va sauver en fonction de leur statut juridique. En tout cas, moi, ça n'est ni dans ma culture, ni dans mes gènes, ni dans ce que ma mission me demande de faire. Alors, il y a une question qu'avait posée l'auditrice suite à votre intervention de 22h15, quand on parlait de ces habitants en tôle, des gens qui étaient évacués, et que vous disiez, attention, c'est dangereux, si jamais les cyclones passent là, ça aurait été dramatique. Et la question a été posée, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces maisons ? Pourquoi on laisse ces maisons en tôle à Mayotte, alors qu'on sait qu'en cas d'alerte cyclonique, si le cyclone passe, ce sera les premiers à en subir les conséquences. Pourquoi le préfet ne fait rien ? C'était la question, et j'ai promis à personne de vous poser la question ce matin, donc je vous la pose comme elle l'a posée. Pourquoi le préfet ne fait rien ? Alors, ça prouve bien une chose, c'est qu'on ne communique pas suffisamment, ou alors on le fait avec insuffisamment de talent, parce que, évidemment, nous faisons. Nous avons des programmes avec la DEAL qui sont en cours de définition pour détruire la loi. Elan nous le permet aujourd'hui, sans passer par la décision du juge, pour détruire les bangas qui sont installés sur les pentes les plus fortes. Pourquoi nous développons avec les femmes ces deux produits d'habitat, d'habitat adapté, à 60 mètres carrés, en 2 étages, avec des matériaux très beaux. Faites un reportage, allez voir ces habitats sur le site de l'aide femme, vous verrez, c'est remarquable, c'est esthétique, c'est anticyclonique, c'est antisismique, et ça permet surtout aux familles
qu'on va finir par demander de partir et de s'installer là. Il y a 30% de Mahorais qui vivent dans ces bangas, vous le savez. Hein. Bien sûr. D'avoir une cuisine, d'avoir une salle de bain, d'être connecté à l'assainissement. Donc à la fois, on va évacuer des gens progressivement, parce que moi, j'ai pas une baguette magique qui me permet de le faire en 3 minutes. Mais on est en ordre de marche. On a un programme, on le fera. Avec du temps, avec beaucoup d'argent, naturellement. Mais on est à l'œuvre déjà. Donc le but, c'est quoi? C'est remplacer toutes les maisons en tôle qui sont à même, parce que c'est un immense chantier. Le but, c'est prioritairement d'enlever l'habitat qui est sur les pentes, qui sont très raides, et qui, en cas de pluie diluvienne, pourrait occasionner des mouvements de terrain. Il y a eu 5 Notamment des éboulements. morts. Vous vous souvenez tous des bien 5 sûr, victimes. bien sûr. C'est pas si vieux. Hein. Bien sûr. Et évidemment, ça peut se produire ça à une autre échelle, avec des centaines d'individus. Ça serait un drame absolu. Donc la priorité, c'est d'abord les pentes les plus raides, et puis les bangas qui sont dans le cœur des ravines. Quoi. Ouais. Monsieur le préfet, sans même le vouloir, nous avons fait un exercice de grande nature. Vous avez fait également un autre exercice d'évacuation du côté du four à chaud, donc le quartier qu'on appelle Morognon-Béni. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est prêt, la population commence à comprendre quand il y a une alerte comme celui d'hier, ça y est, on est en phase avec les dispositions, en tout cas prises par les services de l'État? Moi, ce qui m'a touché hier, c'est que j'ai vu les Mahorais, j'ai vu la réaction des Mahorais, qui a quand même été remarquable. Ce que j'ai dit à la ministre, j'ai eu la ministre au téléphone en fin de soirée, je lui ai dit, franchement, la réaction des Mahorais a été absolument remarquable, avec beaucoup de rectitude, avec beaucoup de rigueur. Les maires ont été parfaitement organisés, je les avais réunis, vous savez, jeudi, on avait beaucoup échangé, on s'était beaucoup informés. Je les ai eus à la radio parce qu'on craignait que les téléphones soient vite détruits rapidement. Ça s'est pas produit, heureusement. Mais j'avais une liaison radio avec les 17 maires collectivement. Je faisais des conférences toutes les heures environ pour leur donner des infos, pour prendre les infos du terrain. J'avais mis des sous-préfets, des collègues, avec des moyens de déblaiement, avec des policiers, avec des gendarmes, dans leur proximité. Chaque sous-préfet avec 4 maires dans son réseau. Donc les choses étaient organisées, tout le monde s'est mobilisé, et les Mahorais ont très très bien réagi. Et ça c'est très encourageant. C'est pas évident d'être un vrai chef d'orchestre alors que la musique peut varier. Hein. Ça s'improvise pas, vous savez, c'est inné. Non, c'est vrai. Non, mais une partie de la réussite de ça, c'est votre fermeté, c'est vos décisions. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre la décision de l'orange et puis le rouge, quoi qu'il en coûte. Vous devez prendre ce genre de décision-là. C'est vous et personne d'autre. Donc ça dépend beaucoup de vous. Vous avez dit, en relation avec les maires, vous pouvez prendre des décisions, il faut prendre les bonnes décisions. Et à ce moment-là, on n'a pas forcément 1 heure pour prendre les décisions. Les 2 décisions les plus dures que j'ai été amené à prendre hier, la première, c'est de résister à l'idée de lever l'alerte rouge. Ouais, j'imagine bien. Parce que vous imaginez bien que s'il pleut pas sur Mayotte pendant un quart d'heure, si le vent se calme, tout le monde dit, mais enfin, qu'est-ce que fait le préfet? Pourquoi il est encore sous alerte rouge? Qu'est-ce qu'il attend pour lever l'alerte rouge? Et ça, c'est effectivement ma responsabilité. Et si j'ai maintenu autant qu'il l'a fallu l'alerte rouge, c'est parce que je considérais que le risque n'était pas écarté et que nous ne pouvions pas exposer des populations à ce risque-là. La deuxième décision très lourde qu'il a fallu prendre, que j'ai beaucoup pesé, c'est celle de couper l'eau. Oui. Parce que couper l'eau, ça veut dire qu'immédiatement, vous plongez les gens dans un inconfort qui est évident. Hein. Et puis surtout, vous générez au sein des centres de mise à l'abri que nous avions créés une ambiance qui peut vite se tendre. Et c'est là d'ailleurs que j'ai vu que les Mahorais étaient résilients. C'est là où j'ai vu que leur réaction était absolument remarquable, parce que tout s'est... Il y a eu quelques incidents, oui, comme d'habitude, mais comme ça c'est normal. Hein. Oui. Mais globalement, tout s'est très bien passé. Oui. Et cette décision de couper l'eau, je l'ai prise en connaissance de cause. Et je l'ai prise pour éviter aux Mahorais de ne plus avoir d'eau pendant 15 jours. Nous aurions eu au-dessus de nous le cyclone tel qu'on nous l'annonçait. Il aurait tout cassé, les pompes auraient cassé parce que vous traitez des eaux boueuses, elles cassent très vite, les joints auraient cassé, tout aurait cassé, et nous aurions mis 2 semaines à faire venir le matériel, à faire venir la ressource humaine pour tout changer. Et bien voilà, c'est une décision difficile, je l'ai prise, parce qu'au moment où je l'ai prise, j'allais dire, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. C'est ça, oui, voilà. évidemment, c'est ça. Mais ça fait partie un peu de notre métier, vous savez. Et la question qui se pose aujourd'hui, que beaucoup nous ont posée ce matin, c'est quand est-ce que l'eau va revenir? Alors l'eau, dès 3 heures du matin, les équipes
sont allés sur les points techniques, sur les points hauts notamment, pour commencer à réarmer tout le dispositif. Les réservoirs, on a bien pris soin avant de couper, de bien remplir les réservoirs, ce qui fait que l'eau reviendra relativement vite. Il y a des quartiers qui auront l'eau dès ce matin, 10-11 heures, sauf nouvel incident. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, je n'en suis pas informé. Donc, 10-11 heures, certains quartiers auront l'eau, et l'eau sera totalement rétablie en milieu d'après-midi sur l'ensemble de l'île. Monsieur le préfet, on le sait, nous sommes toujours dans cette saison cyclonique. Ce phénomène, Dieu merci, est passé. Ça veut dire qu'on va continuer à œuvrer dans l'exercice, par exemple, notamment de l'évacuation de tsunami. On va continuer à faire ce genre d'exercice pour qu'on soit toujours préparé, mieux préparé. Oui, vous avez raison. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur de vue sur l'affaire du cyclone. Hein. Il faut se rendre compte qu'il y a un phénomène planétaire qui s'appelle le réchauffement climatique. Que ce phénomène de réchauffement climatique va entraîner de plus en plus des désordres comme ceux que nous avons connus au cours des 72 dernières heures, avec des manifestations extrêmement violentes. Il faut que nous prenions la mesure également que nous sommes dans une partie du monde où il y a des différences de température d'eau, cette année en particulier de 2 degrés entre cette partie de l'océan Indien et l'est de l'océan Indien, ce qui veut dire que les phénomènes cycloniques, c'est d'ailleurs la prévision de Météo France, seront sans doute plus nombreux cette année dans notre région. Donc il faut qu'on entre, c'est pas très agréable, c'est vrai, mais il faut qu'on entre dans la culture cyclonique. Comme le sont nos amis antillais. Vous savez, aux Antilles, c'est quelque chose qui est imprégné. Tout le monde sait le massacre que peut entraîner un cyclone. Il faut que nous, ici, à Mayotte, nous entrions tout doucement dans cette culture. Mais moi, ce que j'ai vu hier, franchement, m'encourage. Parce que j'ai vu une opinion publique mature. Une opinion publique qui comprend la rudesse des décisions, qui est résiliente et qui observe les consignes avec beaucoup de rectitude. Oui, mais jusqu'à un moment donné où ça perdait patience, vers 21h, où les gens commençaient à sortir, parce que forcément, vous l'avez dit, ils ne voyaient rien, et vous l'avez expliqué à l'antenne, disant oui, mais regardez plus loin que le bout de votre nez, ça peut revenir. Juste une indication, on nous informe que l'eau revient en ce moment à Kaweni. Donc l'eau est en train de revenir gentiment. Quel est votre défi quand vous levez le matin? Vous avez des tas de choses à faire, j'imagine. Mais quelle est la chose la plus importante que vous vous dites tous les matins? Tous les matins, j'appelle et je vérifie que la société mahoraise est sereine. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, ce dont cette île a besoin, elle a besoin de concorde. Elle a besoin que les gens se parlent. Elle a besoin de renouer ces liens de solidarité, de fraternité qui ont marqué son histoire et son patrimoine. Elle a besoin de s'apaiser, voilà. Pour qu'elle puisse continuer à se développer, pour qu'elle puisse continuer et offrir davantage encore. C'est ça notre défi d'emploi à nos jeunes, etc., etc. Donc, quand je me lève le matin, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont se dérouler sereinement? Est-ce qu'on va continuer à avancer? Voilà. Mais quand vous entendez des jeunes qui caillassent des gendarmes, et que les gendarmes partent, et que les jeunes crient « Ouais, super !» Vous réagissez comment? C'est quoi votre sentiment? On a l'impression qu'on devient impuissant par rapport à tout ça. Non, on ne peut pas dire qu'on devient impuissant, parce que chaque fois qu'il y a une manifestation de cette nature, on rétablit l'ordre, et quelquefois même on interpelle et on présente à la justice. Évidemment, quand je vois ça, ça me révolte, parce que moi je ne supporte pas qu'un gamin de 12 ans ou de 13 ans lance un parpaing sur un gendarme ou sur un policier. Les gendarmes et les policiers ne sont pas là pour ça, ça n'est pas leur rôle, ça n'est pas leur mission. Ils ne sont pas payés pour prendre du béton sur la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai vu le jeune gendarme de 23 ans là, qui a regagné la métropole, qui a pris un parpaing en plein visage, il est défiguré, il a une fracture de la mâchoire. C'est pas possible. C'est inacceptable. Oui, mais tous les week-ends, ça recommence. Tous les week-ends, il y a des émeutes de gamins. Ça continue. Les gens disent, mais c'est pas vrai. Ils font comment, les autorités? Excusez-moi de mon langage cru, mais c'est ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. Tous les week-ends, ça recommence. Et les jeunes ont l'impression d'être un sentiment d'impunité. Alors, moi, je l'ai dit, je le répète, quand vous avez un gamin de 12 ans qui lance un parpaing contre un fonctionnaire ou contre un militaire de la gendarmerie, c'est pas tout à fait dans l'ordre naturel des choses, quoi, je veux dire. C'est pas en mettant un gendarme derrière chaque gamin de 12 ans qu'on réglera le problème. Le problème, il est beaucoup plus global. Le problème, il tient aussi aux familles, aux proches, aux frères, aux cousins, à l'adulte qui a des valeurs, enfin en tout cas je l'espère, et qui doit les transférer à l'enfant.
C'est ça, c'est comme ça que la société deviendra sereine. Si la structure familiale rejoue son rôle. Monsieur le préfet, parlons rapidement projet avant de conclure cette interview. Vous le disiez sur ce plateau, il faut absolument qu'on prenne ce train. Nous avons ce milliard 600 millions. Où est-ce qu'on en est? On sait qu'on doit les utiliser. Vous l'avez dit vous-même, il faut qu'on prenne ce train. C'est maintenant qu'il faut réagir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh ben, on avance. Mais il y en a beaucoup de trains à prendre, hein, vous savez, il n'y a pas que le train du milliard 600 millions d'euros. Hein. Celui du milliard 600 millions d'euros, on l'a pris parce que je vous rappelle qu'à la fin de la deuxième séance de programmation que j'ai organisée avec les maires et le conseil départemental, on est à 400 millions d'euros de travaux, on est à 380 projets, donc on est dans le bon rythme. Ouais. On est dans le bon rythme. Tout va bien pour l'instant. On est très vigilant. Moi, j'ai un jeune collègue qui est arrivé, qui est sous-préfet, que j'ai vraiment affecté sur l'exécution du contrat de convergence pour qu'il suive ça de très près. La plateforme d'ingénierie qui va soutenir les maires sera en place dans 3 semaines, au 1er janvier. Donc, les choses sont en marche. Après, il y a le deuxième train à prendre. C'est le train maritime du projet gazier du canal du Mozambique. Bien sûr. Là, on est au boulot. La task force est active. Les groupes de travail se réunissent sous la présidence des chefs d'entreprise. J'ai absolument tenu que ce soit des chefs d'entreprise qui animent ça. Fin janvier, j'aurai une première restitution sur l'offre mahoraise. Et fin février, après qu'on l'ait amendé, qu'on l'ait retravaillé, nous aurons, à l'aide d'un cabinet conseil qui connaît le vocabulaire gazier. Vous savez, il y a un vocabulaire qui parle aux entreprises qui sont dans ce secteur, qui va nous aider à rédiger tout ça. Fin février, l'offre mahoraise sera définie en partenariat étroit avec le conseil départemental, avec la DIM, avec tous les services et surtout avec les entreprises. C'est quoi? C'est des millions qui sont en jeu là? L'investissement sur le canal du Mozambique, c'est 150 milliards de dollars sur 30 ans. D'accord, c'est pas 1 milliard 600 millions, c'est 150 milliards de dollars sur 30 ans. C'est 30 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, déjà pour commencer. C'est à terme 5000 emplois sur les plateformes offshore qui sont à 400 km de Mayotte. Donc vous voyez, si on réfléchit et si on prend un peu de hauteur, on peut apporter une offre sanitaire, on peut apporter une offre logistique, on peut apporter une offre portuaire, on peut apporter une offre touristique, développer notre tourisme. Ça, c'est pas évident, on a oublié le tourisme, parce qu'il y a encore les autres. Il y a tellement, pour le tourisme, on commencerait par quoi? Parce que le tourisme, il faut amener les gens, d'accord, mais il n'y a pas d'hôtel. On fait les hôtels, il n'y a pas des gens. On va commencer par la piste longue d'abord. Avec une piste longue, on attirera d'autres opérateurs, d'autres compagnies aériennes, on ouvrira Mayotte à d'autres destinations. Les Mahorais pourront sortir de l'île plus facilement à moindre coût, et puis les touristes pourront venir également à moindre coût. Et ça, c'est la machine que vous lancez. Quand vous avez ça, après, vous avez des investisseurs, je vais en recevoir un dans 3 semaines d'ailleurs, un investisseur qui dit « Comment je fais pour mettre de l'argent pour créer des hôtels ?» Eh ben voilà, vous lancez les choses comme ça se fait pas, encore une fois, rien ne se fait avec un coup de baguette magique. Ce sont des efforts, c'est du temps qu'on passe pour faire avancer les choses. Donc tous les trains là qui sont à quai, là, on est en train de monter avec le conseil départemental, avec les maires, avec la population, hein, parce que vous en rendez pas compte, c'est les Mahorais qui sont en train de prendre le train là. C'est clair. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de Mahorais qui ne croient pas trop à la piste longue. Il y en a encore un qui dit la piste longue. Bon, ben voilà, il y en a qui préfèrent l'avion, c'est comme ça. Mais vous avez raison de le préciser, que les choses sont importantes et qu'on prend le train. Monsieur le préfet, vous êtes parti à la rencontre de nos agriculteurs, vous en avez rencontré beaucoup, mais d'autres personnes continuent à brûler nos forêts. Est-ce que vous avez des mesures fermes? Quand on voit 6000 hectares du côté de Kanikeli qui ont brûlé, est-ce que vous avez des mesures fermes par rapport à ce phénomène? Vous avez vu la décision de la justice sur ce sujet. Donc, il y a une vraie réponse. Hein. C'est que là, c'est de la prison ferme. Et le gars, il a compris. Ensuite, nous continuons nos contrôles. Nous faisons 3 à 4 contrôles toutes les semaines avec le CODAF. J'ajoute que depuis 2 semaines, j'ai demandé à ce que nous ayons une opération massive gendarmerie PAF la nuit sur les cultures pour aller voir ceux qui sont en train de voler éventuellement les cultures des agriculteurs. Moi, j'ai été vraiment marqué par le témoignage de cette agricultrice qui avait 1000 mètres carrés de manioc et qui sue au travail, qui dans des conditions difficiles. C'est pas facile comme métier. Et elle arrive le matin, il y a la moitié de sa parcelle qui est volée. Donc, on est là la nuit. On va pas vous dire les jours, mais on est là. On a d'ailleurs interpellé des gens la dernière fois sur des parcelles où ils n'avaient rien à y faire. Alors, dernière question, monsieur le préfet, promis, après on vous libère.
les gens nous ont posé la question à quoi va servir un conseiller diplomatique, un conseiller que vous avez reçu. La question a été posée 1 million de fois dans nos réseaux sociaux. À quoi va servir? Ça sera quoi exactement son travail? Eh bien, le conseiller diplomatique qui va être nommé auprès de moi, d'abord, il va, évidemment, parce que c'est sa première mission, entretenir des relations avec les autres représentations diplomatiques des États qui nous entourent. D'accord. Alors, voyez-vous, je vois déjà le Mozambique. Je ne sais pas pourquoi le Mozambique. Ah oui, parce qu'il y a un projet gazier dans le Canada. Je vois les Comores. Si on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui est fait, peut-être que ça sera plus simple pour le leur dire. Je vois Madagascar, avec lequel on peut entreprendre des partenariats sur le tourisme notamment. Ben voilà, vous comprenez maintenant à quoi peut servir un conseiller diplomatique. Mais c'est la première fois que Mayotte en a un. Oui, mais moi je me suis battu pour en avoir un, parce que je vois pas pourquoi, encore une fois, on dépendrait de la Réunion. J'adore la Réunion et j'ai beaucoup d'amis à la Réunion. Mais Mayotte existe. Et le président du conseil départemental, écoutez son discours, il est très intéressant. Hein, il a de profondeur de vue, parce que il dit mais Mayotte, c'est pas seulement les États insulaires autour de nous. C'est pas l'Union des Comores, quoi. Il y a aussi des États continentaux. C'est vrai. Bon, il faut jouer cette carte, surtout quand on sait que 150 milliards de dollars vont être investis dans le canal du Mozambique sur le projet gazier dans les 30 prochaines années. Monsieur le préfet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement ce matin. C'est vrai que, encore le disait le vice-recteur, il y a encore des écoles où pas mal de familles sont restées ce matin. J'imagine que la journée ne sera pas au repos pour vous. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ça sera tout pour ce temps de parole.